Nous sommes en 1935. L'Allemagne nazie vient de violer le traité de Versailles, la Perse devient officiellement l'Iran, la première ligne téléphonique reliant la France et les États-Unis vient d'être ouverte, l'Italie fasciste envahit l'Éthiopie et la Chine nationaliste lance la Longue Marche pour fuir l'armée rouge communiste. Dans ce contexte assez chaotique, un livre fait son apparition. Et effectivement, au vu des événements qui se produisent cette année-là, la publication d'un livre ne semble pas être la première des priorités. Cependant, ce livre a deux choses de spécial. Premièrement, c'est un livre de mathématiques, un livre de pur génie. Un livre qui a l'ambition de refonder l'entièreté de la mathématique, un livre qui dépasse de loin tous les autres ouvrages scientifiques sortis depuis longtemps. Ce n'est donc pas n'importe quel livre. Mais alors, qui est l'homme qui est à l'origine de cette Bible des mathématiques ? Justement, la deuxième chose intrigante avec ce livre, c'est qu'il est signé N. Bourbaki. Le problème, c'est que N. Bourbaki n'existe pas. Aucun acte de naissance, aucune trace quelconque dans aucune archive. Le prince des mathématiques est né, mais il n'existe pas. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous connaissiez Bourbaki ? Bon, alors, comment est-ce que je connaissais Bourbaki ? Mais évidemment, les livres de Bourbaki, je les connaissais. D'une part, Bourbaki m'a énormément influencé. Alors, bien sûr, j'avais regardé les livres de Bourbaki. Tu connaissais déjà Ils ont beaucoup débordé de Bourbaki. Toujours débordé de Bourbaki. Alors, comment est-ce que je connaissais Bourbaki ? Évidemment, les Bourbaki m'a dit... Ça intéressait beaucoup Bourbaki. Je vais pas mettre ça. Bourbaki. Aujourd'hui, on va parler de cet homme plus que hors du commun. Tout d'abord par la richesse de ses livres. Aussi rares et inexistants sont les livres d'une rigourosité et d'une maîtrise mathématique tels que ceux signés Bourbaki. En réalité, rien que d'écrire un livre comme il en a écrit relève de l'inhumain. Mais le problème chez Bourbaki, c'est qu'il n'en a pas écrit un seul, mais des dizaines et des dizaines de livres toujours plus complexes, complets et grands les uns que les autres. Les premiers livres qu'il écrira sont les éléments de mathématiques. Livre 1, théorie des ensembles. Livre 2, algèbre. Livre 3, topologie générale. Livre 4, fonction d'une variable réelle. Livre 5, espace vectoriel topologique. Livre 6, intégration. Ces 6 livres signés Bourbaki représentent à eux seuls bien plus qu'une simple vie de travail. Alors évidemment, à chaque fois qu'il sortait un livre, c'était l'occasion pour l'entièreté de la communauté scientifique de spéculer un peu plus sur la réelle identité de son auteur. Pourquoi reste-t-il à ce point dans l'anonymat ? Est-il un personnage dangereux ? Est-il un criminel ? Est-ce que c'est une mathématicienne, une femme ? Et alors, dans ce cas, se protégerait-elle face à ses confrères misogynes ? Serait-ce un mathématicien juif qui se cacherait du régime nazi ? Ou alors serait-ce simplement un scientifique aux idées un peu trop révolutionnaires qui aurait eu la bonne idée de se cacher derrière un pseudonyme ? Les hypothèses sont nombreuses, mais sont toutes de simples supputations. Cependant, le mystère de Bourbaki ne va pas s'arrêter là, et au contraire va s'épaissir avec les années. Car si les 6 livres que je vous ai présentés jusqu'ici représentent déjà un travail plus que phénoménal, Bourbaki va se remettre à sortir des livres un peu plus tard, en les rangeant dans ce qu'il va appeler la deuxième partie des éléments de mathématiques. Ce qui signifie que oui, vous l'avez compris, les 6 livres qui représentaient déjà un travail qui, en temps normal, mettrait plus d'une vie à être réalisé, ne sont en réalité que la première partie de l'œuvre de Bourbaki. Et en réalité, à partir de 1935, des livres sortiront chaque année, jusqu'au jour où il finira sa collection Éléments de mathématiques. Et donc, après ces nombreux livres, Bourbaki se mettra à faire une nouvelle collection, cette fois-ci intitulée Les séminaires de Bourbaki. Puis, une fois cette collection finie et ces livres sortis, il sortira une troisième collection, Éléments d'histoire des mathématiques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur du travail que vous avez sous les yeux. Mais dans tous les cas, vous me direz que tout ça c'est incroyable, mais maintenant qu'on a un peu de recul sur tout ça, jusque quand ce monsieur Bourbaki va-t-il sortir des livres ? Et où est-ce que sa folie va-t-elle s'arrêter ?
Parce que oui, il a sorti plein de livres, mais plein de livres, c'est combien? Eh bien, je ne peux pas vous répondre à la question. Car laissez-moi vous dire que si toute cette histoire vous étonnait déjà, le réel mystère qui se cache derrière ce mathématicien, c'est tout simplement qu'il n'a jamais arrêté de sortir des livres. Oui, encore aujourd'hui, Bourbaki sort des livres. Je pourrais vous citer par exemple la parution du nouveau volume de la théorie spectrale chapitre 1 à 3, car ce livre est tout simplement sorti l'année dernière. Cela voudrait donc dire que Nicolas, car oui, entre-temps on a découvert que le N de N Bourbaki signifiait Nicolas, donc je disais, cela voudrait dire que Nicolas a de 1 réussi à être au sommet des mathématiques et à y rester pendant plus de 70 ans. En d'autres termes, nous avons ici affaire à un mathématicien qui a réussi pendant au minimum 70 ans à faire preuve de la rédaction la plus parfaite jamais vue dans l'histoire des mathématiques. C'est juste phénoménal. Dites-vous que dans à peu près 100% des cas, à partir de 80 ans, notre cerveau ne peut plus fonctionner dans la meilleure de ses formes. Et en supposant que Bourbaki est largement au-dessus de la moyenne et qu'il aurait aujourd'hui à peu près 90 ans, cela signifierait que le jeune Nicolas, à l'âge de 20 ans, un âge où aujourd'hui les élèves sont bacheliers depuis 1 voire 2 ans, lui était déjà le roi incontestable de la discipline reine des sciences et le restera pendant 70 ans durant. Bon, je suppose que vous avez pas mal de questions en suspens, et en réalité, je ne vais pas y répondre tout de suite. Et pire encore, je vais rajouter quelques questions à cette longue liste d'interrogations que vous avez. Mais ne vous en faites pas, on reviendra surtout un peu plus tard. En fait, pour tout vous dire, l'importance des livres de Bourbaki est presque inégalée dans toute l'histoire de la littérature scientifique de l'humanité. Aujourd'hui, certains symboles que vous utilisez en mathématiques, certaines terminologies, certains développements et la plupart des démonstrations que vous connaissez ont été démontrés et élaborés par Bourbaki. En d'autres termes, les mathématiques que vous effectuez à l'école et dans la vie de tous les jours ont été influencées et mis en place en grande partie par cet homme à lui tout seul. En outre, pour comprendre un petit peu mieux le pourquoi du comment des travaux de Bourbaki, il faut se mettre dans le contexte de l'histoire des mathématiques. Vous le savez sûrement, mais jusqu'au lycée, toutes les maths que vous apprenez et que vous faites sont des mathématiques qui ont été découvertes jusqu'au XVIIIe siècle. Car toutes les mathématiques post-XVIIIe sont apprises et vues soit en classe supérieure, voire sont même encore aujourd'hui l'objet d'études et de recherches. De plus, en 1935, quand l'œuvre de Bourbaki voit le jour, toutes ces mathématiques nouvelles et contemporaines, toutes ces découvertes et toute cette ribambelle de théorèmes, de lemmes et de corollaires sont tellement nouveaux que selon le pays, on ne les pratique pas de la même manière. Selon les mathématiciens, on ne les démontre pas de la même façon. Et selon la branche des mathématiques, on ne les conçoit pas pareillement. Bref, si les mathématiques ont été plutôt bien axiomatisées, merci Euclide pour ses fondements, il n'en est pas moins que l'essor des sciences et technologies qui ont suivi le siècle des Lumières a entraîné les mathématiques dans une évolution tellement rapide, voire même exponentielle, que les choses sont parties un petit peu dans tous les sens. Voilà, c'est dans ce contexte, additionné à un paysage de tension dû à la montée du pouvoir de l'extrême droite, etc., que Nicolas Bourbaki va se lancer la tâche plus qu'inhumaine de réorganiser toutes les mathématiques, ainsi que de les unifier pour former ce que l'on appellera maintenant la mathématique, et non plus les mathématiques. L'objectif de Bourbaki est simple. Il faut démontrer tous les théorèmes en partant de bases solides, avec des écritures et un langage unifié et universel. En d'autres termes, il faut restructurer, réorganiser et ranger les mathématiques. Cette ambition est tellement folle que n'importe quel mathématicien de l'époque aurait dit à Bourbaki que c'était une tâche utopiste, et que dans le meilleur des mondes, cette restructuration des mathématiques se fera tout seul, avec le temps quand on aura appris à maîtriser tous ces outils mathématiques. Mais le truc, c'est que Bourbaki ne va demander l'avis à personne, car il décidera même de rester dans l'anonymat le plus complet. Et c'est une bonne chose, car au final, toutes ces promesses idylliques finiront par voir le jour dans la panoplie des divers livres que je vous ai présentés au début. Et d'ailleurs, je vous invite à les lire si vous avez un niveau déjà conséquent en mathématiques, du style baccalauréat bien avancé. Bon, maintenant qu'on comprend pourquoi Nicolas Bourbaki a fait ça,
il nous reste à comprendre la plus grosse question, comment il a fait ça? Parce que oui, toute cette démarche est bien belle, mais si on y réfléchit 2 secondes, aucun être humain ne semble être capable de fournir une telle quantité de travail. Allez, je vais arrêter de vous faire attendre et je vais cesser tout ce suspense, car la réponse est simple, et je l'ai même dit dans l'introduction, Nicolas Bourbaki n'existe pas. Nicolas Bourbaki est un pseudonyme. Je dirais même plus, c'est un nom de collectif. En d'autres termes, Nicolas Bourbaki est un nom d'emprunt qui servait à signer les publications d'un groupe caché et secret de mathématiciens. De plus, pour de multiples raisons comme la montée du fascisme au pouvoir, la guerre, mais également l'envie de ne pas avoir de reconnaissance personnelle et de produire des travaux collectifs, ces quelques mathématiciens ont décidé de fonder un collectif afin de rendre réalisable cette restructuration mathématique. Enfin bref, laissez-moi vous raconter la réelle histoire de Nicolas Bourbaki, le mathématicien aux plusieurs visages. Comme tout, ce collectif a un commencement, et les fondateurs de Nicolas Bourbaki ne sont autres que Henri Cartan, Claude Chevalet, Jean Coulon, Jean Delsâtre, Jean Dieudonné, Charles Hermann, René de Possel, Solem Mandelbrot, ainsi que André Weil. Et excusez-moi si j'ai écorché quelques noms. Enfin bref, toute cette troupe de mathématiciens, on peut les voir un peu comme les Avengers des sciences. Et en outre, ils avaient un procédé extrêmement pratique pour produire des ouvrages mathématiques aussi complets. En d'autres termes, Bourbaki était aux mathématiques ce que McDonald's était au fast-food, c'est-à-dire un point de non-retour dans l'évolution de cette discipline, mais aussi une révolution dans la technique de travail. La technique de Bourbaki est très simple, à expliquer et pas à faire. Donc cette technique, laquelle était-ce? Alors déjà, il ne devait travailler que sur des branches et sous-branches des mathématiques qui avaient déjà été établies dans le passé, afin que ce soit des branches solides et qu'on ne construise pas des mathématiques sur des erreurs. Une fois la notion choisie, un des membres devait s'occuper d'écrire un chapitre pour restructurer cette partie des maths ainsi que la démontrer de la manière la plus rigoureuse et la plus complète qu'il puisse exister. Que cela prenne des mois, des années voire des décennies, peu importe, le travail devait être parfait. Une fois cette rédaction faite par l'un des membres du collectif, les écrits devaient être envoyés à l'entièreté des autres membres du collectif, afin que tout le monde puisse relire cet écrit de la manière la plus critique et la plus sévère possible. S'ensuivait donc un travail de réécriture, qui était répété autant de fois que nécessaire, afin d'obtenir le travail le plus vrai possible. Une fois ce chapitre fini, complet, cohérent, structuré de la manière la plus rigoureuse possible, on passait au chapitre suivant. Puis on classait ces chapitres dans des livres, ces livres qui étaient eux-mêmes classés dans des catégories, bref, l'organisation était juste parfaite. Cependant, une règle vient s'ajouter à tout cela. Aucun mathématicien de plus de 50 ans ne peut travailler pour Bourbaki, car la mission est simple, il faut restructurer les mathématiques modernes et contemporaines. Et selon ce collectif, quand on a plus de 50 ans, on a des idées anciennes. On garde les idées de ce que l'on nous a inculqué lors de notre enfance, lors de notre éducation. Cependant, entre notre enfance, notre apprentissage et le mathématicien quinquagénaire que nous sommes actuellement, les mathématiques ont évolué et se sont encore modernisées. Alors, il ne sert à rien de s'obstiner et de travailler sur des choses qui ne sont plus d'actualité. Car ces valeurs seraient totalement contradictoires avec l'objectif principal de ce collectif. Donc, vous vous en doutez, au fur et à mesure des années, les mathématiciens se sont succédés au sein du collectif Bourbaki, se voyant être intégrés par de grands noms tels que Grothendieck, Jean-Pierre Serre, Pierre Cartier, Michel Reynaud et plein d'autres. Cependant, les traditions ne se sont pas perdues et les membres actuels de Bourbaki sont encore tenus secrets. Les seuls membres que l'on connaît sont ceux qui ont quitté le collectif. Toutefois, l'histoire de ce groupe est passionnante et regorge d'anecdotes, d'histoires, tant en mathématiques qu'humaines. Je vous invite donc à aller voir à la fin de cette vidéo les liens que je vous ai laissés dans la description. Ceux-ci vous permettront d'aller voir certains débats, images d'archives, voire congrès du groupe Bourbaki qui ont été filmés. Cependant, j'aimerais m'arrêter un instant sur les canulars de Bourbaki. Ce sont entre autres des sortes de farces que faisait le groupe Bourbaki pour d'un côté faire rire la sphère mathématique et de l'autre, en même temps, semer des fausses pistes pour les personnes qui essayaient de retrouver leur identité.
On peut relever ce faire-part de mariage qui a été distribué, ou encore l'annonce de la mort de Nicolas Bourbaki durant le mois de novembre 1968. Regardez par exemple la trend qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps de cela sur les réseaux sociaux au sujet du pays de l'Istanbul, qui est un pays fictif. Eh bien, cette petite blague avait déjà été faite par le groupe Bourbaki dans les années 30. Eux avaient inventé la Moldavie, un pays imaginaire d'Europe centrale. Et dans toutes les lettres où il est question de Nicolas Bourbaki et de son lieu de travail, on y parle de la Moldavie. Bref, de son âge d'or durant les années 60 à 70 jusqu'à aujourd'hui et en passant par les 5 médaillés Fields qui sont passés par le collectif, l'histoire de Bourbaki regorge de merveilles et est une source d'inspiration inépuisable tant par ses travaux et ses influences mathématiques que par sa philosophie des sciences. Enfin, j'aimerais conclure par une petite introspection mathématique. Et en guise de résumé sur le travail du collectif Nicolas Bourbaki, je pense qu'il serait intéressant de se questionner sur le rôle des mathématiques au cœur des sciences. Et j'aimerais vous proposer une analogie que j'ai pu entendre dans une conférence dont le lien est dans la description. Si l'on visualise l'ensemble des sciences telle une cuisine, faire de la physique reviendrait à préparer un tel type de plat, et faire de la chimie un autre type de plat, ou encore faire de la biologie ou de la neuroscience serait une autre façon de cuisiner. Peu importe la science que vous utilisez, vous le faites dans le même cadre, dans le cadre de la cuisine. Et dans ce cadre des sciences, vous pouvez faire des choses similaires, mais de façon différente, et pour des fois atteindre des buts différents, des plats différents. Cependant, la mathématique est une science à part. Effectivement, la mathématique est la science qui fait vivre les autres sciences. La mathématique n'est pas une autre façon de cuisiner telle que la physique ou la biologie. La mathématique, c'est l'ensemble des ustensiles de cuisine qui servent à cuisiner. En d'autres termes, la mathématique, c'est l'ensemble des outils qui servent à faire fonctionner, à créer et à réfuter les sciences. Et si avant Bourbaki, on faisait des sciences dans une cuisine pleine d'ustensiles de cuisine par-ci par-là, et où chacun utilisait les ustensiles de sa propre façon, Bourbaki a rassemblé tous ces ustensiles. C'est-à-dire en d'autres termes que le travail de Bourbaki était de ranger et de rendre le plus opérationnel possible et de la façon la plus ordonnée et la plus structurée possible cette cuisine, afin de permettre aux autres sciences, tel un prolongement des maths, de se mouvoir et de s'explorer le plus efficacement possible. On distingue donc ici l'ambition d'utilité que Bourbaki veut promulguer aux mathématiques. Nonobstant, les maths ne sont pas une fin en soi. Certes, certains mathématiciens, pour ne pas dire la plupart, endossent ce métier dans un but presque égoïste, celui de vouloir contempler le monde, s'émerveiller personnellement ou simplement résoudre les problèmes qui leur intéressent. Mais être passionné par un problème ne le rend pas utile pour autant. Attention, ici le portrait que je dépeins n'est nullement une critique méprisante. Ce serait stupide car moi-même je fais des mathématiques pour cela. En fait, ce que je veux dire au contraire par ce discours, c'est que Bourbaki a réussi à comprendre et garder sous le contrôle la science la plus abstraite au monde, de façon à montrer au reste de la communauté scientifique, ainsi qu'au reste de la population, que cette science abstraite n'était abstraite que dans le but de rendre les autres sciences plus concrètes, et donc de les rendre les plus utiles possibles. Bon, si vous voulez soutenir mon travail de manière gratuite, je vous invite à vous abonner, à aimer la vidéo, ainsi qu'à la partager pour montrer au grand public que les maths, c'est pas juste une suite de caractères poussiéreux, mais au contraire, une histoire riche et vivante. Enfin bref, vous pouvez cliquer sur les 2 vidéos qui s'affichent à l'écran, et merci de m'avoir écouté.